Bien, nous avons vu à l'instant donc des phénomènes de chatoiement, nous l'avons rencontré, expérimenté. Nous allons revenir sur ce phénomène à l'occasion de cette séquence consacrée au filtrage. Nous avons encore cet extrait, le même extrait là, qui présente donc une variabilité très forte de réponse dans des zones homogènes. Et ce que nous allons expliquer, c'est le phénomène en question pour essayer de voir comment ensuite on peut le résoudre, le réduire en tout cas. Donc, chatoiement, et le mot de Speckle s'impose très largement en général. Il y a l'usage courant qu'il utilise. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la chose suivante, l'origine, disons. Alors, une première remarque, on ne va pas développer tous les calculs, ce qui serait très lourd, il y en aurait pour 1 heure. Donc, on renverra également à des ressources externes pour avoir le détail. Mais on explique le principe, pas le fondement du phénomène. Donc nous avons notre pixel au sol et l'onde radar qui l'inonde. Et à l'intérieur de ce pixel, vous allez trouver des cibles différentes. Et on va se contenter ici de mettre 2 cibles, A1 et A2, pour voir un petit peu ce qui peut se passer. Alors, il s'avère que la réponse, l'écho à une onde radar, c'est une somme de réponses élémentaires correspondant à des cibles élémentaires, dans la mesure où on peut en définir. Mais il faut bien faire des choses simples. Donc on considère qu'il y a des cibles élémentaires dans le pixel, et donc que l'onde résultant du résultat sera la somme des résultats. Alors on va taper sur A1 et avoir un retour qui va être celui-ci, par exemple, et sur A2, avoir un second retour. Alors, lorsque l'on utilise des longueurs d'onde telles que celles qu'on voit apparaître dans les micro-ondes, les lambdas sont centimétriques. Je vais prendre un exemple, ça ne changera rien au raisonnement général, de 6 cm. Si j'ai 2 cibles dans mon pixel, si la différence de distance pour atteindre les 2 cibles, A1 et A2, est de 3 cm par rapport au radar, par exemple, voilà l'onde radar qui arrive, je vais avoir mes 2 échos qui vont être avec une différence de parcours de 6 cm, 2 fois 3 égale 6 cm, donc une longueur d'onde. Et les 2 ondes vont être, comment les appelle-t-on? On dit qu'elles sont en phase. Et on va avoir, donc si ma différence de distance entre les 2 cibles est 3 cm, les ondes en réponse sont en phase, et j'ai donc un résultat avec une amplitude double, 2 fois l'amplitude que j'aurais eue pour une seule cible, en supposant que les cibles sont identiques. Voilà ce qui peut se passer pour l'un des pixels. Pour le pixel voisin, en imaginant cette fois-ci que mon deuxième point est tel que la différence de distance ne soit plus de lambda sur 2, mais lambda sur 4, par exemple, j'aurai 2 fois 1,5 cm qui sera égal à 3 cm, et mes 2 ondes, en retour, vont être en opposition de phase. Et le résultat, ce sera une onde qui sera a priori, si c'est vraiment l'opposition de phase, qui sera d'amplitude 0. Voilà. Voilà l'origine du phénomène de Speckle. C'est l'addition des ondes provenant des cibles élémentaires qui donne lieu à un phénomène d'interférence. Interférences qui peuvent être constructives ou destructives. Alors notre exemple est simplissime puisqu'on a pris 2 cibles. Si l'on n'avait pris qu'une cible, eh bien, il y aurait toujours eu la même réponse avec la même amplitude. Le problème ne se poserait pas. Donc si on avait des pixels voisins où il n'y avait qu'une cible régulièrement, on aurait une réponse uniforme. Si on n'avait que des pixels voisins où il y avait 2 cibles comme ça, mais des cibles élémentaires qui ne sont pas toujours à la même distance, voilà, eh bien, dans un cas, ça pourrait être constructif, dans d'autres cas destructif, complètement, dans d'autres cas intermédiaires, et donc on retrouvera notre phénomène de Speckle avec une certaine variabilité des réponses. Voilà pour l'origine du phénomène, c'est cette somme de réponses correspondant à des cibles élémentaires qui donne lieu à un phénomène d'interférence. Alors, comment ça se présente
dans le cas usuel, on va dire, dans le cas usuel, tenons un pixel qui est métrique ou décamétrique, on va mettre 10 mètres, et avec une longueur d'onde toujours de 6 cm. Je suis à peu près à l'échelle pour la longueur d'onde, je n'y suis pas évidemment pour la taille du pixel. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit, c'est que si ici on a un ensemble de cibles élémentaires, eh bien ces cibles élémentaires vont avoir des différences de chemin de parcours par rapport à l'onde incidente qui vont être extrêmement variables, puisque les dimensions à l'intérieur du pixel ici sont de plusieurs dizaines de centimètres, alors que la longueur d'onde est de 6 cm. Il suffit de bouger des cibles de 1,5 cm en termes de distance par rapport à l'antenne pour avoir une opposition de phase, et on a vu qu'on pouvait avoir des termes constructifs. Donc comment est-ce qu'on va modéliser ceci? Quel modèle, quelle représentation on peut donner? Alors, on va faire assez simple. On va supposer que toutes les cibles sont équivalentes, c'est toutes les mêmes, mais qu'elles sont à des positions différentes. Voilà. Et elles ont toutes une réponse. Voilà. La réponse renvoyée par l'une des cibles, c'est quelque chose qui a une amplitude A0. Alors, c'est une amplitude A0, et après, il y a le terme de propagation qu'il faudrait écrire. Donc, je vais mettre pour mémoire, il y a une propagation avec un terme temps et un terme d'espace qui apparaît à l'intérieur du terme. Donc ça, c'est très mal écrit. Je recommence. A0 cosinus oméga t moins x sur une distance plus une phase à l'origine. Bon, je ne rentre pas du tout là-dedans. C'est simplement pour raconter qu'il y a effectivement de la propagation en provenance des différents termes et que les distances qui sont parcourues par l'onde vont jouer un rôle dans le phasage de ce terme. Donc on prend un modèle où toutes les cibles sont caractérisées par une amplitude de réponse A0. Et ce que l'on a dit avant, c'est que pour une position quelconque des cibles, la phase globale de propagation qui est ici va varier extrêmement vite. Il suffit de bouger d'1 centimètre pour voir apparaître presque 2 pi, et ainsi de suite. Donc on va avoir dans la représentation de l'onde, donc on va prendre une représentation complexe, représentée complexe. Donc on va avoir une amplitude et une phase pour chaque réponse élémentaire. Et la réponse globale va être égale à la somme des réponses élémentaires dont on a dit qu'elles avaient toutes une amplitude à 0 et qu'elles avaient une phase qui était extrêmement variable. Je vais l'écrire donc psi entre 0 et 360 degrés. Voilà. Et ceci va se faire sur tous les termes. Et le résultat global, ce sera une certaine amplitude avec une phase globale, globale que je vois ici. Le terme phase globale avec l'amplitude globale s'obtient comme une sommation de termes de type complexe A0 à puissance G psi, où psi est absolument quelconque. On va mettre psi quelconque. Que voit-on apparaître? Eh bien, c'est une construction assez simple. Le premier vecteur représentatif du premier terme, on est en sommation complexe. Le deuxième, a priori, il faudrait que je fasse un aléa sur 360 degrés, donc je vais dessiner des choses un peu n'importe comment, sachant que je devrais respecter le fait que la longueur est A0 chaque fois et que la face tourne d'une manière absolument quelconque. Et je fais ça un certain nombre de fois et j'obtiens donc la sommation globale, le grand A global avec le psi global, le phi global. Voilà. Eh bien, cette modélisation peut donner lieu à des calculs. On renvoie là à des compléments que l'on vous indiquera. Là, des calculs. Et on est capable de trouver la loi de variation de l'amplitude et également de la phase globale. Alors, quand on prend les lois de variation sur un tel schéma, on pourrait faire la manip expérimentalement. Il suffit de jeter 100 fois et de recommencer avec le voisin et de faire régulièrement une manip en faisant les choix de phase d'une manière régulière, assez aléatoire, et on va obtenir
une certaine distribution d'amplitude et une certaine distribution de phase globale. Alors je passe sur la feuille suivante pour voir donc quelle est la distribution de l'amplitude. Voilà. Et alors, comment il s'agit d'un calcul de probabilité que l'on va faire, on indique ici P de A, voilà, quelque chose comme ça, en fonction de la valeur de A. Bien, on trouve une loi qui grimpe, qui descend ensuite, c'est une loi dite de Rayleigh. Le maximum de grand A, c'est le cas exceptionnel où tous les éléments seraient en phase. C'est-à-dire que je vais avoir ici, si j'appelle n le nombre de cibles, j'aurai ici un n cible à 0, maximum qui ne peut pas être dépassé, mais la loi de probabilité ne me le dira pas probablement parce que c'est une loi que l'on a calculée dans l'espace de probabilité, donc elle ira jusqu'à l'infini. Et j'ai ici une moyenne, voilà, qui est égale, alors si mes souvenirs sont justes, environ 0,88 à 0, c'est proportionnel à 0, c'est normal, si on double les valeurs de A0, on va doubler la valeur de chaque résultat, donc de la moyenne également, et ici il apparaît un racine du nombre de cibles. Voilà, ce qui est intéressant à voir, c'est que notre loi de probabilité pour l'amplitude est quelque chose qui a l'allure suivante. C'est-à-dire qu'on va avoir une image avec des niveaux de gris qui oscilleront autour d'une valeur moyenne avec une densité de probabilité qui est une loi de Rayleigh que je n'indique pas et qui sera fournie dans les documents externes. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut calculer l'écart type de A. Donc ici, je vais l'appeler moyenne de A. C'est l'espérance en termes probabilistes. L'écart type de A, ça égale, si mes souvenirs sont justes, également à 0,46 à 0 racine du nombre de cibles. Voilà. Et donc, si l'on choisit un nombre de cibles suffisant pour que la probabilité ait du sens, l'écart type sur la moyenne sera égal en gros à 0,52 dans l'exposé que j'ai fait ici. Voilà. Nous avons ici donc un modèle assez simple qui permet de raisonner quand même sur les rapports d'écart type et de moyenne, dans le cas où on a des cibles qui sont distribuées d'une manière variable et où il n'y a pas de moyen-âge de réponse effectuée par l'opérateur qui livre les images. Alors cette loi s'appelle une loi. Elle est très connue et j'omets de donner la relation de base. Qu'est-ce qui peut être remarqué encore? C'est que simplement une indication, en ce qui concerne les calculs, indication, pour les calculs relatifs à cette loi de Rayleigh, en fait, on va partir des lois de probabilité des parties réelles et imaginaires des réponses par intégration dans le plan, en tenant compte, prenant des variables polaires, à une loi relative à l'amplitude. Voilà, donc c'est un petit calcul qui est intéressant là pour ceux qui veulent s'y plonger, qui n'est pas très compliqué et qui permet de voir plus clair dans ces problèmes de probabilité. Alors, une dernière remarque avant de basculer sur la notion propre de filtrage, c'est que serait-il passé si au lieu de l'amplitude, on s'était intéressé à l'intensité? Alors, l'intensité, c'est grand I égale A au carré. Alors, à ce moment-là, on va sauter toutes les étapes. La valeur moyenne de l'intensité, c'est-à-dire la moyenne de l'intensité qui va être observée sur un ensemble de pixels adjacents ayant chacun n cibles de caractéristiques à 0. Alors c'est assez facile en fait parce que quelle que soit la manière dont on regarde ce système, chaque cible va fournir une énergie qui est proportionnelle à A au carré. C'est-à-dire que la moyenne de l'intensité, ce sera le nombre de cibles que l'on trouve dans chaque pixel que multiplie à 0 au carré si on a des pixels équivalents voisins. Il n'y a pas de surprise, c'est que l'énergie globale, quand on en fait la moyenne, on va trouver n fois l'énergie fournie par un des éléments. Et alors ce qui est facile à retenir également, c'est que l'écart type sur l'intensité, c'est la même chose que la moyenne. Ça c'est facile, c'est rare d'avoir des résultats aussi simples. Quand on fait le calcul de moyenne d'écart type sur moyenne,
avec l'intensité, on trouve 1. Évidemment, j'avais inversé, ce qui n'aurait pas changé le résultat, mais qui était moins intéressant, puisque ce n'était pas comparable à ce qui se passe avec l'amplitude et la moyenne. Donc voilà, donc je vous invite à regarder en détail ces calculs, si c'est intéressant pour vous. Et on va maintenant regarder plus en détail ce qu'on appelle filtrage, et en dégageant 2 moyens de filtrage, un très simple et un plus compliqué qu'on renverra aux travaux pratiques. Alors, les filtres. Nous avons une image au départ qui est bruitée. Alors, on va pas mettre, le mot bruit est gênant à utiliser car en fait la structuration des réponses est quelque chose qui est parfaitement déterministe. C'est-à-dire que c'est parce que les cibles élémentaires sont dans telle position qu'on a tel effet de phase et tel résultat. Donc on a de l'image avec du chatoiement. Cette image avec du chatoiement, on souhaiterait réduire le chatoiement, c'est-à-dire lorsqu'on regarde l'ensemble des pixels, qu'on n'ait pas cette impression de bruit. Alors, il y a une première manière de procéder qui est de faire simplement un moyen-âge, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais on l'a pas, enfin comme on l'a vu tout à l'heure, mais sans l'expliquer, un moyen-âge simple, en faisant circuler une fenêtre glissante. Par exemple, ici, je dessine avec 3 lignes et 3 colonnes, en déplaçant cette fenêtre et en calculant à chaque fois la nouvelle valeur centrale. Donc là, on ne fait pas de réduction. On ne fait pas de réduction de taille de l'image en définitive, mais on fait passer un pavé qui va lisser l'image en faisant à chaque fois un calcul à l'intérieur de l'image. Alors, quel est le résultat qui peut être obtenu? Ici, j'ai dit 3 sur 3, ça fait 9 pixels. On va prendre ce 9 pixels comme valeur. C'est-à-dire que je vais calculer une valeur moyenne, grand M, qui va être égale à la somme sur 9 termes des valeurs initiales qui étaient celles des pixels, qui on n'a pas donné de nom, et je crois que c'était des AI. AI étant la valeur de chaque pixel à l'intérieur de l'image. Somme des AI, et on va diviser par 9. Alors ce que l'on sait, c'est que lorsque je vais fabriquer cette moyenne, ici j'ai 9 termes, donc au niveau calcul statistique et probabilité, l'espérance que l'on a pour avoir la valeur M, c'est la somme des espérances de AI divisée par 9, c'est-à-dire c'est 9 fois l'espérance pour A divisé par 9, c'est-à-dire la moyenne que l'on a envisagée tout à l'heure. C'est-à-dire en faisant ce processus, on ne change pas les valeurs moyennes qui courent à l'intérieur de l'image. Pour ce qui est de l'écart type de M, alors c'est un peu plus compliqué, il faut passer par la variance. La variance de M, ici j'ai 9 termes. On va supposer que ces termes sont indépendants. Alors, si j'ai 9 termes en les supposant indépendants, ça veut dire que la variance, ça va être égal à la somme des variances. Et comme toutes les lois sont identiques, je vais avoir 9 fois la variance de A. Et comme j'ai ici un facteur 9, je vais devoir diviser par 81. Qui va me faire variance de A sur 9. Et l'écart type de la nouvelle valeur va être égal à l'écart type de A divisé par racine de 9. Voilà. C'est ce racine de 9 qui est important parce qu'en fait, le 9 qui est ici, c'est le nombre de pixels qui ont été moyennés, pas autre chose. Donc ça veut dire que quand on fait ce système moyenneur, on va trouver un écart type de la moyenne divisé par la moyenne pour la nouvelle image qui sera égale à 0,552, donc pour la valeur de tout à l'heure, divisé par racine du nombre de pixels qui servent au Moyen-Âge. Donc là, c'est le nombre de pixels fenêtres, on va dire, en toutes lettres. Ça veut dire qu'en faisant un Moyen-Âge 3,3, comme ça, on arrive à réduire l'écart type d'un facteur racine de 9, c'est-à-dire 3. C'est ce nombre-là que l'on trouve souvent dans l'expression de résultats en radar et qu'on appelle le nombre de vues. Alors, j'en dirai pas plus. Nombre de vues. Quelque chose qui intervient assez fréquemment dans la description des images,
parce que lorsqu'on reçoit les images, on n'a pas la donnée brute telle qu'elle a été expliquée tout à l'heure avec des cibles et des pixels qui sont construits comme la modélisation. Il y a déjà des moyenâges qui ont été faits. Et quand on fait ce calcul au sein de l'image, donc écart type sur une fenêtre locale, on va prendre par exemple une fenêtre 5 sur 5, et on fait le calcul, on va trouver un 0,52 divisé par la racine d'un nombre qu'on appellera nombre de vues. C'est quelque chose qui est très courant. Voilà. Donc, notre système, ce qu'on vient de voir, c'est le Moyen-Âge simple. On le verra en TP. Et il a pour effet désagréable de donner une impression de flou à l'image. Il floute l'image et il est, somme toute, pas agréable à regarder. Alors, quel est l'autre filtre qui est envisageable? Les autres modèles de filtres qui sont envisageables, ce sont des filtres qui sont dits adaptatifs. Alors, filtre adaptatif, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que on va circuler dans l'image. Voilà, je dessine une image, alors vraiment, c'est du simplissime, avec une fenêtre de Moyen-Âge. Et la fenêtre de Moyen-Âge va s'adapter au contenu réel des pixels. Par exemple, si on est sur une zone que l'on juge homogène, par exemple, si ici j'ai une zone homogène, une zone qui a les mêmes propriétés statistiques d'un point à un autre, d'une zone à une autre, on va prendre une fenêtre de Moyen-Âge qui va être grande, par exemple 5 sur 5, des choses comme ça, de manière à pouvoir réduire le bruit au maximum. Mais pour cela, il faut faire l'hypothèse que la zone est homogène. Si l'on passe sur une zone où il y a des choses à l'intérieur de l'image, des variations de radiométrie, à ce moment-là, un indicateur va indiquer que l'on change de type de milieu, c'est-à-dire que par exemple la moyenne va évoluer, et à ce moment-là, on va réduire la taille de la fenêtre pour faire les calculs. Ce genre de filtre adaptatif, que vous verrez fonctionner en TP, que vous pouvez également retrouver dans la doc externe, est intéressant parce qu'il va lisser fortement certaines zones qui sont relativement peu variables et préserver les contours, préserver les informations de détail. Voilà. Préserve les détails. Alors, les filtres sont toujours délicats à manipuler ou à imposer. Souvent, on est amené à filtrer si on veut faire des traitements automatiques. Faire des extractions automatiques d'informations, on va dire, des traitements numériques. Alors pourquoi cela? Eh bien parce que si l'on prend les images brutes, celles qui sont avec le maximum de chatoiement, de speckle, eh bien elles sont extrêmement résistantes à tout ce qui est algorithme d'extraction automatique d'informations. Donc, la plupart du temps, on est obligé de filtrer. Dans l'usage courant, eh bien, ça dépend de l'utilisateur, ça dépend de son application. S'il veut faire des classifications, on retombe sur le même problème, un traitement automatique, donc il faudrait filtrer, sinon on n'arrivera pas à s'en sortir. Et s'il s'agit de visualiser des images, eh bien, à partir de là, tout dépend de la manière dont la visualisation est effectuée. Donc, l'œil étant un excellent filtre, on peut très bien se passer de filtrer. Lui-même filtre. Alors maintenant, vous direz, mais si on envoie à l'écran des données en pleine résolution, comme c'est une pastille que l'on voit, l'œil ne pourra pas jouer son rôle. Donc ce qu'il faut faire, c'est restituer l'image sur des supports assez grands, mais pour lesquels les pixels sont suffisamment rapprochés, donc des impressions spécifiques où le filtrage ne sera pas indispensable, dans la mesure où on a une restitution qui permet d'écraser un peu l'image sur un support de dimension réduite. Voilà, donc ça, on règle ça avec la taille d'impression des pixels dans les imprimantes aujourd'hui. Voilà, donc voilà pour les filtres. Nous sommes devant un problème qui revient régulièrement et qui, surtout, est à considérer pour nos images radar, fortement spécialisées au départ, lorsqu'on veut s'intéresser à des traitements numériques. Si c'est de la visu, c'est un autre problème. Par contre, si on veut faire un quick look, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, on peut faire des quick look, donc des images réduites,
en filtrant par moyenne et en réduisant la taille, et on obtient des documents qui sont intéressants à observer. Voilà une illustration typique de ce qui vient d'être dit. Ici, vous avez une image, alors c'est la région de Brest, en Ouest-Bretagne, là, que vous rencontrerez en TP, ou que vous avez déjà rencontré en TP. Et l'image brute donne un chatoiement qui est assez prononcé, qu'on voit relativement peu ici pour la raison suivante, c'est qu'en fait, il y a déjà une forte variabilité naturelle du paysage derrière, et donc dans ce cas-là, le chatoiement apparaît moins. Le chatoiement est présent également sur le liquide, mais comme il est de réponse relativement faible, on voit peu ce facteur. On va revenir sur ce point après. Et voilà une image moyennée. C'est une moyenne 5,5 qui a été faite. Et on a cette impression de flou qui apparaît un petit peu plus. Et vous verrez en TP les filtres adaptatifs qui doivent donner normalement des résultats meilleurs. Alors, j'ai été amené à dire des choses là sur le fait qu'on voyait peu le bruit sur le liquide parce que la réponse est faible. Effectivement, c'est un point qui n'a pas été souligné avant, mais que je rappelle ici. Si l'écart type sur la moyenne est égal à une constante, alors dans le cas de nos images, ce serait plutôt 0,52 sur racine de 4. C'est-à-dire qu'ici, il y a un nombre de vues des voisins de 4 par construction des images dans la chaîne de traitement. Eh bien, avec un sigma sur m égale 0,5 sur racine de 4, ça veut dire que l'écart type est proportionnel à la moyenne. Si j'ai une zone très sombre, je vois peu la variabilité puisque j'ai ici un coefficient de proportionnalité. Ce qui, vu autrement, permet dans certains cas de modéliser une image de la manière suivante. Image modélisée, ce serait une image idéale, celle que l'on obtiendrait s'il n'y avait pas de bruit, c'est-à-dire celle que l'on obtiendrait avec des filtrages exceptionnels, que multiplie un bruit, donc une loi de Rayleigh, un chatoiement, on va dire, un chatoiement, une image idéale sans bruit, que multiplie un bruit qui, lui, aurait une moyenne de 1, de telle manière que la moyenne de l'image soit égale à la moyenne idéale, puisque ici, j'ai une moyenne de 1. Voilà. Donc, il est fréquent de trouver dans les explications ou dans les constructions un tel résultat. C'est-à-dire que pour comprendre une image, on imagine l'image idéale et on multiplie par un certain bruit. Alors, c'est ce qui se passe dans les scènes. C'est-à-dire que, par exemple, ici, eh bien, ici, j'ai un écart type qui est faible parce que la moyenne est faible. Ici, j'ai un écart type qui est beaucoup plus fort parce que la moyenne est forte. Ici, c'est intermédiaire. Et l'on voit bien qu'on peut imaginer que cette image de gauche serait le produit d'une image sans aucun bruit que multiplie un bruit de référence dont la moyenne, elle, serait 1.